Voilà, retour sur ce plateau avec mes invités. Il s'agit de Marc Goudjanou. Bonjour Marc. Bonjour Carole, bonjour à tous nos amis internautes et à tous nos téléspectateurs. Laurent, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour. Bonjour Roland Toneikes, voilà. Carole, Il vous a présenté. bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Voilà, nous démarrons l'analyse avec l'affiche du jour pour parler diplomatie, l'avenir diplomatique de Gildas Agoncan reste en suspens. Voilà l'affiche du jour qui s'intéresse à la question après sa rencontre avec le ministre Olusegun Bakari Adjadi. L'avenir diplomatique de Gildas Agoncan reste en suspense. Oui, c'est vrai qu'aux premières heures, on a vu circuler sur la toile un peu partout qu'il avait été révoqué, alors que rien de cela n'était. Et donc, il avait été rappelé par le ministre des Affaires étrangères, qui est son autorité de tutelle, et pour l'écouter et demander, chercher certainement à savoir les motivations de sa sortie à Gaïa au cours de cette présentation remise de diplôme aux étudiants. Parce qu'il faut rappeler que c'est un centre de formation à Gaïa et qui reçoit beaucoup de jeunes béninois qui sont formés là-bas et également des jeunes nigériens. Et donc, invité à cette séance, il a eu un discours que certainement beaucoup de personnes ont suivi. Et donc, c'est normal qu'on le rappelle pour lui demander les motivations d'une telle déclaration où publiquement il demandait pardon. Et puis, j'ai un peu lu, beaucoup de personnes réagissaient, notamment dans des groupes, et moi-même y compris, pour dire, mais au nom de qui est-ce qu'il demande le pardon? Parce qu'il dit au nom du peuple béninois. Bon, et après, il a dit au nom des autorités béninoises. Donc, il dit à cette partie ne serait pas du tout du goût du gouvernement en place, parce qu'on connaît un peu la posture du gouvernement en place qui veut être réglo dans certaines postures, et ne veut pas du tout fléchir face à quelques partenaires ou aux voisins, pays voisins et autres. Et donc, ce n'est pas une surprise que de savoir qu'il a été rappelé. Maintenant, moi, je crois qu'au-delà de tout, le révoquer va contribuer à aggraver la situation entre le Bénin et le Niger, c'est-à-dire envenimer la situation parce que rien que pour l'avoir révoqué, les autorités nigériennes pourraient se mettre dans la posture de gens, oui, écoutez le Bénin, nous avons souffert à cause de la décision prise par le Bénin en fermant la frontière. Notamment, il faut rappeler quand même que c'était une décision de la CEDEAO appliquée par le Bénin. Mais aujourd'hui, le Niger pense que, bon, oui, le Bénin lui a fait mal. On ne dira pas totalement le contraire parce que quand même, il y a quand même des choses qui sont passées au détour de cette situation. Le Bénin en a souffert, le Niger en a souffert. Tous les deux pays en ont souffert. Et donc, aujourd'hui, je pense véritablement qu'après ce rappel, c'est peut-être le rappeler à l'ordre, lui dire, mais écoutez, en tant que diplomate, ambassadeur, vous ne devez pas avoir un tel discours publiquement. Vous ne pouvez pas avoir de telle posture publiquement, parce que c'est à croire que vous affaiblissez pratiquement la position de votre pays pour montrer que, c'est comme si vous dites, et vous donnez raison aux autres pour dire que c'est votre pays qui a fait mal au Niger. Et donc, par conséquent, les prochaines fois, éviter ça. Je crois que ça va beaucoup plus arranger les choses. Donc, en l'état, je considère que le gouvernement béninois ferait l'effort de ne pas révoquer Gildas Agoncan. On peut lui faire des reproches, on peut lui dire plus jamais ça, ne revient plus sur ces aspects-là. Et désormais, tes sorties sur le territoire nigérien doivent être très calculées. On ne veut plus te voir dans telle cérémonie, que ce soit, même si c'est un Béninois qui fait, les Béninois, la communauté des Béninois qui fait une cérémonie, une fête et quand tu dois aller, c'est soit tu y vas, mais le discours doit être un discours assez minutieux sur certains détails et il faut éviter un certain nombre, les éléments de langage notamment, parce qu'en diplomatie quand même, il y a des éléments de langage qu'il faut avoir. Bon, n'étant pas un diplomate bon teint, il faut quand même comprendre que oui, c'est vous qui avez nommé quelqu'un, le monsieur ambassadeur, même s'il n'est pas diplomate bon teint, il faut lui concéder ces erreurs-là et partir sur une nouvelle base. Donc, je pense sincèrement que après ce rappel, il vaut mieux le laisser repartir à son poste, mais en lui disant clairement qu'en tant qu'ambassadeur, vous devez revoir, disons, votre discours, plutôt que de le révoquer pour continuer, puisque le Bénin, le chef d'État l'a dit devant les députés, il y a la main tendue du Bénin, mais le Niger peine à accepter cette main tendue, continue d'accuser le Bénin, à tort ou à raison. Donc, je crois que la meilleure option pour nous,
c'est de le laisser retourner à son poste en étant assez indulgent envers lui, mais en lui rappelant qu'en tant qu'ambassadeur désormais, le discours ne doit pas plus être le discours que vous avez prononcé à Gaïa, mais c'est un discours qui, en réalité, donne de la valeur à votre pays. Voilà. Oui, sur le sujet Agoncan, je parlerai de faute diplomatique. De faute diplomatique parce que Laurent l'a souligné tantôt, nous n'avons pas en face un diplomate, reconnaissons-le, parce qu'il n'a pas fait les relations internationales, il n'a pas été formé en tant que diplomate et donc il a été envoyé. Et lorsque vous envoyez un politicien sur un terrain diplomatique, parfois il oublie qu'il doit normalement prendre des directives, d'accord, auprès de ses supérieurs, auprès de son pays d'abord, auprès de ses dirigeants, avant de tenir un certain nombre de propos. Et je pense que c'était une erreur diplomatique que Agoncan a fait et qu'il faille quand même corriger le tir. Parce que une chose est sûre, telle que je l'ai rappelé, si c'était un diplomate fin qu'il avait fait, je pense qu'il aurait été déjà rappelé et suspendu, déjà révoqué de ses fonctions en même temps. Et donc, mais néanmoins, il y a le contexte également qui est très important et qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'en faisant ce discours, déjà, c'était comme si le gouvernement béninois ainsi que le peuple béninois se met dans sa position et reconnaît alors tous les torts qui ont été commis envers le Niger en ce qui concerne la fermeture des frontières, en ce qui concerne toutes les relations diplomatiques qui normalement existaient entre les deux pays, qui aujourd'hui ont du mal à évoluer. Et donc, cela ça amène à savoir en réalité dans quelle posture se trouve alors si, à un moment donné, un diplomate du Bénin qui a tenu un tel propos et qui après est suspendu par son ministre de tutelle, je pense que ça va alimenter beaucoup plus encore la polémique au niveau, en tout cas, de la crise qui existe déjà entre le Bénin et le Niger et qui est en train de connaître un peu d'amélioration ces derniers temps-ci. Et donc, je pense qu'il faut peut-être le rappeler, tel que l'a fait le ministre, pour pouvoir lui donner en réalité certaines directives pour lui faire comprendre en réalité, OK, quand on est diplomate, il y a un certain nombre de lignes de conduite qu'il faut respecter. Il y a un certain nombre de prérogatives qu'il faut respecter. Il y a un certain nombre de discours qu'avant de les tenir, il faut avoir l'aval, par exemple, du ministre de tutelle ou du chef de l'État avant de pouvoir... Parce que vous êtes en réalité le représentant du pays dans le pays étranger. Donc, ça veut dire que tout ce que vous dites est perçu comme si c'était le chef de l'État qui est en train de le dire. Et donc, pris ainsi, on pourrait voir en cela que c'est comme si le Bénin est en train de demander pardon, alors que le pardon est un péché. Et donc... peut-être une faute. Peut-être une faute. Et donc, pris ainsi, je pense que c'est toujours mieux aujourd'hui de pouvoir calmer le jeu, de pouvoir conseiller mieux notre ambassadeur pour qu'il puisse comprendre l'importance de son poste. C'est vrai qu'il aurait déjà compris, mais il faut le reconnaître, il est dans une dynamique de promouvoir la paix. Oui, mais maintenant, lorsque Laurent le disait tantôt, c'est vrai, il est dans une dynamique de promouvoir la paix. Mais dans un contexte diplomatique, c'est un peu compliqué. Tout le monde n'a pas le même aperçu en tout cas, que tous les acteurs qui sont concernés par le problème en question. Imaginez un instant que, même si, après avoir fait cette erreur diplomatique, on le suspend. Le Niger dira trop tôt qu'en réalité, le Bénin ne veut pas reconnaître son tort et que même certains cadres du Bénin reconnaissent qu'il y a un problème. En fait, c'est donner caution à ce que dit le Niger. Voilà, ou que certains Béninois ont reconnu en réalité qu'il y a problème. Et donc, c'est l'État, en tout cas le chef de l'État et son gouvernement, et que c'est certains qui ne veulent pas en réalité qu'il y ait. Et en même temps, ça va servir d'argument au Niger pour que le Niger puisse dire en réalité, nous sommes dans une dynamique de paix. Et donc, vous voyez... c'est un ancien député, voilà, donc, ils vont trouver tous les arguments nécessaires quand même pour pouvoir encore envenimer la situation. Alors que les choses ont déjà évolué jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce que les deux pays aient en réalité leurs représentants au niveau de chaque représentation diplomatique. Alors, si cette situation venait à encore compliquer les choses, ça n'arrangerait pas du tout. Et je pense que le ministre a très bien fait
c'est de le rappeler pour pouvoir lui donner les nouvelles directives pour qu'il comprenne en réalité l'importance de sa tâche. C'est vrai qu'apparemment, c'est un pacificateur, c'est un modérateur, c'est un médiateur, mais néanmoins, ça doit respecter un certain nombre de principes diplomatiques qui n'a pas peut-être connaissance de ça. Donc, moi, je pense sincèrement que, en fait, Gisèle Agoncan, l'honorable ou l'ambassadeur, est allé tenir à Gaïa un discours de politicien du Bénin. En réalité, quand on fait tout et puis on est en période électorale, on vient demander au peuple pardon et on dit, bon, on va faire les choses autrement. En fait, ce discours qu'il a toujours tenu sur le terrain politique, il a transposé ça juste sur le terrain diplomatique. Et croyant bien faire, bien sûr. Croyant bien faire, justement. C'était son péché en réalité. C'est un discours de politicien dans nos quartiers arrondissements qu'il allait transposer à Gaïa. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est vous qui avez envoyé un politicien. Donc, en réalité, vous devez comprendre sa posture et dire maintenant, OK, ce que nous allons faire, écoutez, monsieur Agoncan, ce que vous avez fait, ce n'est pas bon. Ça ne se fait pas. Déjà, là, vous nous mettez en mauvaise posture. Si on vous révoque, ça va alimenter la crise entre le Niger et le Bénin davantage. Ça va compliquer davantage le processus de paix ou bien de sortie de crise qui est enclenché. Et donc, nous vous rappelons, nous vous laissons retourner à votre poste, mais désormais, vos sorties sont contrôlées, désormais, vos discours sont contrôlés. Dès lors que vous devez prononcer une phrase quelque part, vous faites référence à votre ministre de tutelle, vous écoutez les conseils avant de prendre la parole. Et donc là, je crois que ça va être beaucoup plus pour pacifier, oui, pour la paix entre le Bénin et le Niger. Voilà, nous allons aborder un autre sujet. Nous allons rester dans le registre politique. Le bloc républicain qui ratisse l'âge dans la commune de Royogwe, l'UPR en perte de vitesse. Voilà. C'est ce qu'on lit à la veille des élections. Ça a commencé. C'est le pays émergent qui le dit. Je recherchais le quotidien. Oui, mais vous savez, à la veille de chaque élection, on voit ce titre-là. Hein. Quand vous vous rappelez de 2015, on vous dira que Zinsou ratisse l'âge, que Adjavon ratisse l'âge par endroit. Après, c'est Patrice Talon qui a gagné. On vous dira, à la veille de 2019, que voilà, même si l'opposition va aux élections, que bon, voilà, on sait ce qui s'est passé. À la veille de 2020 ou 2021 ou 2023, si vous voulez, on vous dira que l'UP aura la majorité des députés. Les chiffres sont là, les vidéos sont là, hein. Les déclarations, c'est encore là. Qu'ils auront tous les députés, les 109 là, qui ne vont pas laisser de place aux autres, finalement. On vous dira que le BR est en pole position. Même les démocrates ont aussi rêvé à un moment donné à avoir tous les députés. Donc, à la veille des élections, chacun met la balance de son côté pour dire c'est nous qui avons ratissé l'âge, et c'est nous qui gagnerons toutes les élections, c'est nous qui aurons tous les élus, nous aurons tous les élus. C'est ailleurs partout, dans tous les pays. Donc, non, oui, justement. Mais la réalité, c'est tout autre. En réalité, le problème, la période, c'est que les gens font des réunions de proximité. Les gens viennent et écoutent. C'est peut-être un petit coca qu'on donne aux populations, ou bien peut-être les déplacements 500, ou bien, quand vous savez très bien, parfois, on partage jusqu'à 125 francs par tête aux populations. Ça permet quand même de prendre du sel. Et les gens, espérant qu'il y aura une autre réunion, vous disent, oui, c'est bon, hein, nous sommes avec vous. Non, hein, on n'est pas avec les autres, c'est avec vous, nous sommes. Et puis, les politiciens relaient ça vers les journalistes pour dire, écoutez, nous, on était à Royogwe, les gens sont avec nous, écoutez, nous, on aura tous les élus de Royogwe, tout ça là. Donc, j'estime que... C'est de bonne guerre? Oui, non, je ne condamne pas, j'essaie de clarifier comment ça se passe pour dire aux gens, bon, les gens peuvent dire qu'ils ont ratissé l'âge dans tout le Bénin. Attendons le soir des élections pour savoir si quelqu'un a vraiment ratissé l'âge. Bon, c'est vrai qu'en tenant compte des dernières élections et en tenant compte des configurations de ces deux grands ensembles de la mouvance présidentielle, il n'y a pas de débat. C'est vrai que l'UPR a ratissé l'âge aux dernières élections à Royogwe. On parle de la 5e circonscription électorale. C'est le BR qui parle. Maintenant, c'est le BR qui dit. Alors que c'est le BR qui dit qu'ils vont ratisser l'âge. Donc, ça pose peut-être un petit problème. C'est-à-dire, on pense déjà que c'est une guerre de communication. Une guerre de communication où, lorsqu'on sait qu'aux dernières élections, l'UPR a eu 4 députés contre 1 avec le BR dans la 5e circonscription, et qu'aujourd'hui, le BR décide de dire qu'ils sont en train de ratisser l'âge, je
je pense que ça pose un problème. Mais néanmoins, c'est une guerre politique. Hein. C'est une guerre politique parce qu'en temps, les enjeux peuvent changer. Les enjeux peuvent changer. Que ces partis politiques ne dorment pas en espérant ou en attendant les échéances prochaines. Normalement, en réalité, ces partis politiques ne doivent pas dormir. Parce que lorsque vous prenez même au niveau de chaque commune ou au niveau de chaque circonscription électorale, ce sont des leaders politiques qui, en tout cas, qui régentent ces circonscriptions électorales-là. Et au niveau de ces leaders politiques, par exemple, il y en a qui sont BR, il y en a qui sont UPR. Et donc, chacun de son côté essaie d'avoir le maximum de militants pour sa cause. Et donc, cela fait qu'au niveau du grand ensemble, il a le pouvoir de mieux s'affirmer au niveau de la prise de certaines grandes décisions au sein du parti. Et donc, c'est une bonne guerre entre eux pour que chacun puisse quand même montrer en réalité sa force de frappe voilà, dans sa circonscription électorale. Et donc, si aujourd'hui le BR veut ratisser l'âge, espérons-le que ce n'est pas juste une communication à travers les médias. Et donc, si c'est le cas, en tout cas, d'ici là, on verra en réalité la réalité pour ne pas me répéter en quelque sorte, parce que les enjeux aujourd'hui, c'est-à-dire pour les élections générales, sont encore beaucoup plus grands que les enjeux qu'on a eus au niveau des élections législatives de 2023. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est en train de courir afin de pouvoir quand même montrer de quoi, en tout cas rassurer le chef, de quoi montrer que dans ma circonscription électorale, j'aurais aimé que vous me donnez plus de moyens parce que c'est moi qui ai le plus de nombre de militants et donc pour que je puisse aller sur le terrain pour pouvoir faire le travail. Et donc, je pense que c'est juste une guerre de communication. Et sur le terrain, ce serait totalement une autre réalité. Voilà, programme 20 000 logements. C'est le Béninois libéré qui en parle, à l'instar d'autres quotidiens. Conférence de presse du ministre du Cadre de Vie, José Donato, donne les détails sur les caractéristiques et le processus d'acquisition. Voilà, c'est à partir du jeudi prochain que ces maisons seront mises en vente. Oui, je crois que quand vous faites un peu le tour de ces constructions, en fait, il faut l'avouer, c'est du beau. Il y a du beau, il y a de la qualité, il faut l'avouer. Ça caractérise le gouvernement en place. Merci pour les compliments que vous faites au gouvernement. Non, il faut le reconnaître. Non, mais je n'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai commencé par dire, c'est du beau et c'est de la qualité. Ça, il faut reconnaître. On le dit, quand c'est bon, je dirais que c'est bon. Mais souffrez que parfois, quand ce n'est pas bon, que je le dise. Alors, ça, je dis que c'est bon. Seulement que le coût est un peu élevé pour moi, à mon avis. J'ai fait le tour. Moi, je ne parle pas en l'air. C'est pourquoi quand je parle, je dis toujours aux gens de venir me contredire. J'ai été voir le logement. D'accord? Partout où c'est construit, j'ai fait le tour d'aller visiter. J'ai vu la qualité, j'ai vu le beau. Mais la qualité et la beauté à un coût? Oui, justement, mais pour le Béninois, parce qu'on a dit les logements sociaux. Attention, il faut apprécier quand c'est bon. Et parfois, il faut peut-être demander au gouvernement de voir un peu, si on ne peut pas diminuer un peu, ou bien est-ce qu'on ne peut pas accorder d'autres facilités. C'est ce que moi je demande. Donc, je crois qu'il faut quand même féliciter le gouvernement, le ministre du Cadre de Vie, toute son équipe, et les entreprises qui ont travaillé. Parce que c'est vrai, par le passé, on sait comment ça s'est passé sur certains projets. Sur d'autres chantiers. Voilà. Et donc, là, pour ça, quand même, quand vous allez dans ces bâtiments, ou même à distance, vous voyez, je crois que... Moi, j'ai été fier de vendre ça en Turquie. Je le dis parce que c'est quand les gens, je critique ou je dénonce parfois qu'on voit que je suis mauvais. J'ai dit dans ce pays que j'ai vendu la dématérialisation faite par le gouvernement en Turquie. Personne n'a dit « Ah, tu as bien fait ». Je dis ça, là, par exemple, je peux donner des contacts des Turcs et des Ivoiriens. J'ai vendu ça en Turquie. J'ai téléchargé des images, j'ai projeté ça parce que les gens disaient « Ah, qu'en Afrique, il manque de logements sociaux, ils veulent construire ». Et je leur faisais comprendre que nous, on a déjà ça au Bénin, que c'est en chantier. J'ai montré tous les chantiers en réalité en images. Parce que quand c'est bon, il faut dire. Maintenant, je dis sur le coût, on peut travailler à revoir le coût. On peut travailler à revoir le processus de cession de ces bâtiments aux usagers, aux citoyens béninois. Parce qu'on parle de logements sociaux. Donc, à ce prix et avec les conditions qui sont faites, qui sont proposées là, j'ai l'impression, en tout cas, pour ma petite position, qu'il reviendra à certaines élites
qui ont un peu les moyens de s'accaparer ou bien d'aller prendre ces bâtiments. Maintenant, l'autre aussi danger, c'est vrai que le gouvernement a travaillé à cela, on nous a rassuré que oui, ce serait un bâtiment par personne, mais on sait très bien que parfois, après on dira que c'est une entreprise privée qui s'occupe de la gestion, parce que l'État lui a confié ça, et puis un député peut se lever pour acheter 4, 5, ou un ministre qui a les moyens va acheter 10, et après revendre ça et faire la surenchère. Donc, moi, je pense que le gouvernement aussi doit travailler à cela pour éviter ça, revoir les conditions de cession, revoir, pourquoi pas, le montant un peu à la baisse, mais aussi veiller à ce que ce soit véritablement les citoyens béninois, les fonctionnaires de bas niveau qui aient la possibilité d'acheter ces bâtiments. Oui, il faut dire que ce sont de bons et jolis bâtiments qui ont été construits à Rouedo. Il faut rappeler que c'est dans l'un de mes arrondissements préférés. Et donc, c'est chez moi, en quelque sorte. Et donc, je suis fier d'accueillir ces logements-là. Et j'y fais le tour souvent. Et il faut remarquer que c'est une zone très sécurisée déjà parce qu'il y a des forces de l'ordre qui sont omniprésents tous les jours, toutes les heures. Et après cela, lorsque vous voyez les caractéristiques... Ils ont bien fait, sinon... ils oui, sinon même, exactement. Même lors des travaux, parfois même, ce sont les ouvriers. Si les voleurs arrivent à avoir le culot d'aller dans les commissariats. Voilà. C'est pas dans les logements sociaux. Et donc, en tenant compte de ces caractéristiques et en tenant compte de l'impact environnemental qu'il y a et également la zone dans laquelle c'est situé, c'est une zone un peu rurale où il fait bon vivre, d'accord, où vous êtes à l'air naturel et libre. Et donc, compte tenu de l'accessibilité, par exemple, c'est ça qui fait, en réalité, l'accessibilité au niveau du coût, c'est ça qui fait le véritable problème. C'est vrai qu'il y a deux volets. Il y a soit que vous pouvez l'avoir par crédit et payer petitement, un tout petit peu, avec soit à échéance. Si vous avez les moyens, vous pouvez tout payer ou par crédit bancaire, vous payez le tout en même temps. Et donc, il faut reconnaître que tel que c'est construit et avec toutes les caractéristiques que l'on voit, c'est vrai que tous les Béninois n'ont pas cette capacité de pouvoir se l'acheter ou de pouvoir obtenir un crédit. J'estime que ça doit être à la portée des fonctionnaires, tout au moins des salariés qui pourraient échelonner le paiement. Non, exactement. Donc, ce qui fait que normalement, les personnes qui seront normalement beaucoup plus priorisées dans ce projet, normalement, tel que vous l'avez dit, ça devait être normalement les fonctionnaires d'État. Et également ceux qui sont dans le privé et qui ont cette capacité-là de pouvoir quand même épancher cette dette sans pour autant sentir le poids. Parce que lorsque vous gagnez peut-être 100 000 par exemple et que forcément vous serez obligé de payer peut-être 80 000 ou 60 000 tous les mois dedans, le reste, ce qui va vous rester, ça ne pourra pas vous permettre de pouvoir couvrir vos autres charges. Et c'est là, ça donne lieu à la corruption, au détournement et autres. Et donc, il faut tenir compte en réalité de ces ambitions. Lorsque vous voyez que vous n'avez pas cette possibilité, attendez, épargnez pour pouvoir aller ailleurs, acheter votre terre et pour pouvoir construire ce dont vous avez la capacité. Parce que tel que Laurent l'a dit, vous avez vu, il y a beaucoup d'acteurs politiques également qui vont, en tout cas, essayer d'avoir des appartements là. Ça, là, c'est très sûr. On l'a vu avec tous les autres appartements, tous les autres logements sociaux qui ont été construits au temps de Yahi. On sait, il y en a beaucoup de ministres qui en ont pris, il y en a beaucoup de députés qui en ont pris, et que finalement, il y en a qui sont aujourd'hui loués, il y en a qui sont même inhabités aujourd'hui. Et donc, ça pose le véritable problème de la gestion au niveau de ces appartements-là. Donc, il faudra que le ministre ou l'État soit quand même plus ou moins rigoureux sur la gestion pour pouvoir voir est-ce que ce sont les bonnes cibles, en réalité, qui sont vraiment touchées, qui sont impactés par le projet. Si ce n'est pas les bonnes cibles, alors ça n'aurait pas donné l'effet escompté. Et il faut trouver également des moyens de pouvoir subventionner. Parce que c'est là, au fait, l'aspect social dont vous parlez aujourd'hui. Parce que quand on parle de logements sociaux et que l'État sait qu'en réalité, l'appartement de 3 pièces, par exemple, est revenu, tout frais compris, par exemple, à hauteur de 25 millions ou de 20 millions, l'État peut décider, par exemple, de subventionner cela à telle hauteur pour que le coût d'accès soit accessible, à tout le monde, à tous les citoyens quand même, qu'il soit du secteur privé que du secteur public. Donc, c'est un réaménagement qui doit être fait. Sinon, en ce qui concerne le bâtisse, l'aménagement, je pense que tout est bon, tout est parfait. Et je pense qu'ils sont encore en train de finir, ils n'ont pas encore totalement tout fini.
Et progressivement, ils vont finir pour que les Béninois et ceux qui désirent ardemment s'y installer vont connaître les coûts et vont pouvoir commencer par faire leur programme, s'entendre avec leur banque pour pouvoir quand même avoir le prêt immobilier. Voilà, il y a le nouveau président Salami qui sollicite l'expérience de la présidente Dandy Nyamon. J'imagine qu'il sacrifie à cette tradition après l'installation officielle de faire le tour des présidents des institutions au Bénin. Mac, quelle lecture en faites-vous? Oui, je pense que ce n'est pas une première où, généralement, lorsque vous êtes nommé à des postes de responsabilité, il est toujours bien quand même de pouvoir aller vers ceux qui, ou bien celles qui ont déjà eu cette expérience-là avant vous, de pouvoir échanger avec eux pour pouvoir voir en quelque sorte quelles sont les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer de part et d'autre, et que cela puisse vous aider et puisse vous inspirer à ce que vous puissiez bien faire votre travail, que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la Cour suprême, au niveau même des institutions de l'Assemblée, de la HAC, ainsi de suite. C'est généralement ce qui se fait pour pouvoir quand même profiter de l'expérience des autres parce que on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais d'apprendre. Et si, à un moment donné, un cadre a pu occuper un poste avant vous, sûrement que dans l'exécution de ces tâches, il a eu peut-être à faire des erreurs. Et ces erreurs vont vous servir d'expérience parce qu'il va vous conseiller pour dire, OK, quand j'étais là, il y a telle choses qui se sont passées et normalement, vous devez faire de telle façon, afin de pouvoir permettre quand même à ce que son travail puisse bien se dérouler. Et donc, je pense que ça n'a rien de spécial. Sûrement qu'après l'expérience de la professeure Dandy Nyamon que Maître Salami est allé solliciter, c'est sûr qu'il ira également vers d'autres cadres également du secteur judiciaire, pas seulement vers elle, mais il ira également vous rencontrer également d'autres professeurs, rencontrer également d'autres sachants dans le secteur et pour pouvoir quand même essayer de recueillir de part et d'autre. Je pense que c'est sûrement une mission qu'il s'est donnée et il va sûrement faire le tout. Il ne va pas s'arrêter là et ça va lui permettre également de mieux s'aguerrir pour sa mission prochaine. Pour sa mission à la tête de la présidence de la Chambre administrative de la Cour suprême. Je crois que c'est une bonne démarche d'Ibrahim Salami parce que Dandy Nyamon, avant d'aller à la Haute Cour de justice, n'a pris pas la Cour suprême. Et donc, elle a l'expérience de la Cour suprême. Elle s'y connaît, c'est quand même un professeur de droit reconnu. Donc, oui, aller recueillir les conseils de cette personne-là qui vous a précédé dans cette institution, qui connaît certainement très bien cette maison, je crois que c'est une bonne démarche. Maintenant, il revient aussi, après les conseils, de savoir comment s'y prendre dans cette maison qu'est la Haute Cour de justice pour être utile véritablement à son pays, parce qu'au-delà de tout, on a vu des gens faire le défilé, aller voir les présidents d'institutions, mais après le résultat, on en sait quelque chose. Certains réussissent très bien, certains passent à côté carrément de leur mission. Mais je ne doute pas un seul instant que Ibrahim Salami ne puisse pas atteindre les résultats, faire bien son travail, accomplir très bien sa mission. Pourquoi? Je ne doute pas. Pourquoi? Non, pour moi, c'est quelqu'un quand même, il a le potentiel intellectuel. On le connaît, donc on connaît son parcours. C'est vrai que quand je dis je ne doute pas, c'est quand même je lui donne caution. Maintenant, il lui revient à lui-même de nous rassurer, de nous confirmer que tout le bien qu'on pense de lui, c'est que oui, il est allé là-bas, il a bien accompli sa mission. Bon, c'est pas à nous d'être pessimiste. Je veux bien être optimiste et lui envoyer toutes les vibrations positives pour qu'il finisse bien sa mission à la Cour suprême. Voilà, peut-être qu'après ça, il sera envoyé peut-être à la Cour de justice, peut-être ou à la Cour constitutionnelle un jour également, peut-être dans son parcours. S'il le fait bien là, un autre président qui vient peut vouloir lui faire encore confiance et l'amener ailleurs. Nous restons avec le Figaro qui parle des activités de l'UPR qui gênent. Est-ce que les activités de l'UPR, le renouveau gêne? Ça ne gêne pas. Juste que les gens n'aiment pas qu'on se prononce sur ce qu'ils font. Mais nous sommes dans un pays, nous sommes tous citoyens, et dès lors que vous faites, quand c'est bon, on dira, quand c'est mauvais, on dira. Et même quand c'est bon, quand on le dit, c'est ça le drame en réalité. Quand les gens font bien, vous le dites, ils n'ont pas l'humilité
nécessaire, ou est-ce que je dirais l'humilité? En fait, la sincérité. La sincérité d'apprécier que oui, vous avez dit que ce qu'ils ont fait, c'est bon. Mais après, quand ils font des choses sur lesquelles on peut avoir à redire, eux, ils pensent que oui, ça gêne. Ça ne gêne personne. Au contraire, on leur rappelle qu'en fait, ils doivent mieux faire les choses. C'est à leur actif s'ils le font bien. Maintenant, s'ils le font mal, c'est encore eux qui vont... Nous, on n'a rien à perdre, hein, on n'a rien à gagner. La preuve, quand ils font ce qu'ils font là, ils vont aux élections et qu'ils vont cogner la tête, je ne leur souhaite pas ça. Je leur souhaite quand même continuer d'avoir des victoires, avoir des élus. Mais s'ils vont cogner la tête, ce n'est pas moi qui perds, c'est eux qui perdent. Donc, parfois, quand on leur fait des reproches et qu'on dénonce certaines choses, ils doivent pouvoir comprendre. Je crois que cette affaire de gêne, c'est peut-être par rapport à l'activité, à la messe. Oui, mais j'ai dit clairement, moi je l'ai dit, écoutez, Carole Laye, nous célébrons la fête de la confiance nationale. Et la confiance nationale, c'est un rendez-vous historique dans notre pays, au cours duquel les gens ont fait des sacrifices pour que nous puissions avoir la démocratie, pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle le multipartisme intégral. Et puis, on sait très bien que depuis qu'ils sont là, peut-être qu'ils réfléchissent à ce que, quand on vous suivez un peu le discours, c'est à croire que parfois on veut qu'on ait un parti unique, à la limite parfois, quand on regarde un peu les prises de position. Et donc ça, est-ce que ça rentre dans le cadre de la vision des pères fondateurs, en tout cas ceux qui ont participé à la conférence des forces vives de la nation? Non. Donc il y a déjà ce problème. Et puis il y a d'autres situations auxquelles nous avons été confrontés de 2016 à aujourd'hui, sur lesquelles on estime que véritablement notre démocratie a été durement éprouvée. Bon, quoi qu'on dise, on a eu des problèmes qu'on n'avait jamais connus par le passé, oui ou non. Donc j'estime qu'aujourd'hui, quand les gens leur disent oui, au lieu d'aller à la discussion, organiser une table ronde de discussion, pour que vous conviez les Béninois à écouter, pour que nous puissions travailler ensemble, vous avez préféré aller faire une messe d'action de grâce. Et je l'ai dit, l'Église n'est pas faite pour les saints. Parfois, à la limite, c'est vrai que les saints iront louer Dieu, mais c'est aussi fait pour les pécheurs, pour qu'ils iront demander pénitence, pour dire Dieu pardonne-nous pour ce que nous avons fait. Mais implorer Dieu dans ces circonstances, qu'est-ce que ça a de mauvais? Non, mais je ne dis pas que c'est mauvais. Et c'est ça que j'ai apprécié leur démarche. Et c'est en appréciant peut-être de cette manière, ça les dérange aussi, certainement. Parce que j'estime que, oui, vous êtes allés à l'église, certainement, ils ont dit cette prière-là. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie mes frères et soeurs. Marc, donc, on ne va pas prêcher sur ce plateau. Non, je ne prêche pas. Ni réciter les prières. Ni réciter les prières. Marc Goudjanou. Marc Goudjanou, on croit demander une messe pour la conférence. Laisse-moi finir. C'est une prière récitée dans l'église catholique que je connais très bien. Et c'est pour ça que j'ai Mais il n'était pas que dans les églises catholiques. Oui, ils étaient chez les protestants aussi. Là-bas aussi, on demande pardon. Quand on va à l'église, on prie, on demande pardon à Dieu. Donc, dans quelle église on ne demande pas pardon? Partout. Voilà. Et alors, maintenant, Marc ce que je recommande, c'est qu'on revienne après l'église, après la prière, après avoir rendu grâce à Dieu, après vous avoir demandé le pardon de nos fautes. Revenons maintenant et faisons les choses normalement pour qu'il n'y ait plus d'offense dans le pays après, c'est tout. Marc Goudjanou. Bon, vous pouvez parler du courant comme à votre habitude. Non, non, pas du tout. Je pense que cette action de l'UPR rentre dans une bonne dynamique parce que tout compte fait, c'est toujours bon de penser qu'en dépit de tout, il y a un être suprême, Dieu, voilà, qui est Dieu, et qu'il faut à un moment donné aller demander des messes, aller prier, aller demander repentance, aller quand même communier avec les chrétiens, que ce soit catholiques, protestants et autres, pour pouvoir quand même montrer la laïcité également de notre pays, pour que quand même la dynamique dans laquelle ils sont en tant que politiciens ne les épargne pas de ce qui est précieux aux yeux de Dieu, c'est-à-dire la cohésion nationale, l'entente entre les fils et filles. Et donc, je pense que c'est toujours bon. Ils ne sont pas les premiers à le faire. Hein. On en a vu beaucoup d'hommes politiques et autres qui ont eu je me rappelais au temps de Yahi où il y avait tellement de messes. Il y avait tellement de messes qui étaient organisées de part et d'autre.
Et donc... Non, vous comprenez, non? Non. C'est que, bon, pendant des années, 8 à 9 ans, il n'y a pas il continue d'aller dans les églises. Il continue d'aller dans les églises pour prier également encore. Non, Carole parle du cas où, en réalité... Sous la rupture, on n'a pas observé ces dérives-là, où c'est des messes d'action de grâce à n'en point finir. Vers la fin maintenant, c'est comme c'est... Non, c'est dans le cadre d'une célébration. D'un événement important pour la nation. Voilà. Non, mais c'est ce que j'ai jamais dit le contraire. Ce qui fait qu'après, normalement, lorsque c'est pour un événement important comme ça, c'est qu'il faut remercier le bon Dieu, d'accord? De nous avoir épargnés du pire. Tout compte fait, on est dans un état stable. Voilà. On n'est pas, par exemple, au Congo ou au Rwanda, ou on n'est pas, par exemple, en Israël, on n'est pas en Palestine. Donc, tout compte fait, reconnaissons-le et remercions Dieu d'avoir cette grâce-là, d'avoir cette liberté de pouvoir aller venir, de pouvoir opiner, de pouvoir quand même partager un certain nombre de choses. Parce que, mis à part même les divergences politiques, ces hommes politiques se voient entre eux, ils boivent entre eux, ils parlent entre eux. Alors, ça ne servirait à rien. Ils s'appellent régulièrement. À nous, citoyens, de pouvoir prendre des positions rigides à des moments donnés, de pouvoir s'en vouloir même entre frères et sœurs pour des questions d'ordre politique, alors que cela ne devait pas être le cas. Et il faut dire, Dieu est pour tout le monde. Dieu n'est pas pour un politicien, n'est pas pour l'UPR, n'est pas pour le BR, n'est pas pour les démocrates, n'est pas pour ci ou ça. Dieu est pour tout le monde. C'est pourquoi je dis souvent, vous savez, je suis un féru du football, et généralement quand il y a les matchs, et il y a les confrontations, lorsque les équipes appellent Dieu, je dis, mais vous voulez que Dieu soit avec qui et laisse qui? Dieu, il est universel, il est pour tout le monde. Donc pour un match de football, laissez Dieu. Dieu n'interviendra pas dedans. Dieu n'a pas son mot à dire. Parce que Dieu ne veut pas. Il va rester avec qui? Mais la chance. Lorsqu'il sait que tout la chance. Merci, la chance. Mais il y a la chance. La chance n'est pas Dieu. Dieu. Qui détermine la chance non, alors? la chance n'est pas Dieu. La chance est déterminée par... Je ne veux certainement pas vous faire de la prédication sur ce plateau. La chance est déterminée par un certain nombre de choses. Amenez ça en attitude décalée après, on va en parler. Et je serai très bien inspiré. Dieu peut bien intervenir dans un match de football. Allez-y, continuez alors. Donc, si Dieu devait intervenir, alors je pense que les éthiques d'Italie où il y a Rome et le pape ne vont pas perdre des matchs. Non. Parce que c'est eux qui sont censés être en réalité le vrai siège de la chrétienté en réalité. Donc c'est juste pour dire en réalité que Dieu est universel. Et à tout moment, n'importe qui que vous soyez, quel que ce soit les loges dans lesquelles vous êtes, le secte dans lequel vous êtes, le cercle dans lequel vous êtes, que vous soyez cultuel, en tout cas, dans toute chose, vous êtes obligé de parfois appeler Dieu pour demander la clémence de Dieu, pour lui demander sa miséricorde, pour demander le pardon de vos péchés, parce que c'est l'être suprême qui peut quand même essayer de vous comprendre. Parce qu'en réalité, nous les humains, qui nous comprend, parce que nous les humains, nous n'avons pas cette capacité de mieux appréhender les choses que le divin. Et donc, pour ne pas trop continuer dans un discours peut-être théocratique, je vais vous laisser... Moi, je crois sincèrement, c'est vrai que, non, au-delà de tout, la démarche je n'ai pas condamné la démarche d'aller à l'église. Mais je dis, après l'église, faisons les choses normalement pour ne pas frustrer d'autres personnes. C'est tout. Allez, ils ne sont pas des saints. Ils sont pas des saints. Donc, ils vont poser forcément des actes que tout le monde ne va pas aimer puisqu'ils ne sont pas saints. Et c'est pourquoi, à des moments donnés, je trouve des excuses au chef de l'État que je dis, apparemment, ce n'est pas un saint. Et compte tenu de sa mission, il fera forcément des erreurs. L'essentiel, c'est de pouvoir reconnaître à un moment donné que, effectivement, j'ai eu à commettre des torts à quelques-uns. Et bon, continuons ainsi parce que je ne suis pas saint. Et il n'y a pas de saint à l'église. Aucun saint ne va dans une église. Justement, c'est ce que j'ai dit. Tout le monde y va. Ceux qui veulent miséricorde, qui vont à l'église. Donc, si les gens sont allés à l'église pour demander cette miséricorde ou compassion de Dieu, prions qu'après, que nous puissions faire les choses normalement dans le pays. Autre information qui me fait quand même assez marrer depuis ce matin, c'est dans la commune de Tofor, c'est la cime de l'info qui titre sur cette information. Commune de Tofor, des voleurs cambriolent le commissariat de Rego. 2 motos appartenant aux policiers en service emportés. Ce qui me fait rire, c'est le culot de ces gars, quoi. Non, moi je voudrais être assez prudent dans cette information. C'est vrai que l'information a circulé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sachant très bien que parfois
des journaux reprennent des informations qui circulent sur les réseaux sociaux sans pouvoir Sans faire, pouvoir oui, vraiment sans pouvoir faire la moindre investiguer. vérité. Voilà. Et donc, moi, je ne vais pas me hasarder sur le terrain pour dire qu'on a volé dans un comme ça. Je ne vais pas croire, en réalité. Parce que je crois ça, ça veut dire que je ne suis pas en sécurité. Moi, je ne vais pas croire ça. Non, en fait, ça me fait marrer parce que j'attends. je vois le culot, en fait. C'est même pas le fait. Non. C'est pas l'acte. En fait, c'est au-delà de tout. C'est pourquoi je dis, je vais pas donner, c'est pourquoi je ne vais pas encore apprécier pour dire comment ils ont le culot. Je veux bien croire que ça a été du réel, ça est passé effectivement. Voilà. J'attends la réaction de la police républicaine et après ça, je pourrai opiner. C'est parce que, pourquoi oui, parce que hier, on a vu l'information circuler sur les réseaux sociaux. J'étais quelque part hier soir avec des policiers et ceux qui avaient été avec moi disaient, mais écoutez, comment se fait-il qu'on peut aller voler dans un commissariat? Et moi, si on en arrive, en tout cas on vient à cet extrême-là, où on peut aller dans un commissariat voler 2 motos appartenant à des policiers, je considère que je ne suis pas en sécurité. Et donc, pour ne pas trop en vouloir à la police républicaine... Moi, je voudrais bien que la police républicaine se prononce officiellement, le porte-parole de la police républicaine. Je veux bien croire que c'est le premier test grandeur nature pour le nouveau DGPR. C'est peut-être le premier test que les gens lui font. Et là, j'attends. Moi, je préfère attendre leur réaction, la confirmation de cette information, et après, on va opiner. Oui, je pense que je suis dans la même dynamique que Laurent, hein, parce que sur ces genres d'informations, il faut être quand même, il faut porter des gants. Afin qu'elle confirme déjà ou pas, ou qu'elle infirme cette information. Je pense que le travail de la police ne se fait pas dans la précipitation. L'information a circulé hier. Et donc, je pense qu'à leur niveau déjà, ils vont essayer de... Mais toujours est-il que si ça s'avérait vrai, mais pour le moment, pour le moment, on ne peut pas dire si cette information est vraie. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut porter des gants pour pouvoir en parler, parce que d'abord, même si ça se produisait, c'est sûr, parce que vous avez dans un commissariat, il y a beaucoup de motos qui sont volées, qui sont là. D'accord ? Il y a d'autres motos qui appartiennent aux agents qui sont là. Et donc, si éventuellement, on vient prendre des motos appartenant exclusivement à des agents de la police, c'est qu'il y ait probabilité de complicité à un niveau donné. En interne, c'est ça, justement. C'est pourquoi moi, je dis, je préfère ne pas trop aller au fond du sujet, d'accord, pour pouvoir quand même... décalé compte tenu de certaines réalités. Tant que la police ne va pas sortir pour pouvoir nous donner des éléments probants, je pense que ce serait aller trop en besogne pour pouvoir mieux apprécier. C'est pourquoi moi je dis, si ça devait même se passer, c'est que la probabilité est que peut-être que ce n'est pas forcément un vol comme on l'aurait constaté chez nous à la normale, mais c'est peut-être un vol qui a été fait avec la complicité, peut-être même. Vous savez, on a eu des cas où des militaires volaient et qu'on les a arrêtés, des policiers qui étaient en tout cas qui étaient dans des procédures de malversation et même des cas de vol et qui ont été arrêtés. Donc rien ne prouve peut-être que le mal, ça vient même de l'interne même. Et donc, dans les jours à venir, peut-être d'ici demain ou avant la fin de cette semaine, c'est sûrement que la situation serait clarifiée et qu'on saura. Après l'émission, on descend à Tofort pour vérifier. D'accord. Et demain, on en parle. Oui, c'est aussi bon. C'est le moment de faire un tour à la régie.